Salut tout le monde, salut Médoc. Salut Thierry. Bienvenue dans Classé 18+. Oui, c'est la rentrée, c'est la reprise aussi pour 18+, et pour les jeux 18+, qui se sont fait plutôt discrets, on va dire, là en cette rentrée. Les grosses sorties, évidemment, en 18+, ça va arriver là, ça s'annonce sous peu, en octobre, en novembre. On a eu pas mal de dates de sortie un peu décalées. On a évidemment pas mal de choses à vous présenter, et en particulier quelques sujets liés au TGS, parce qu'il y avait le TGS là tout récemment, et pas mal de gros jeux 18+, très attendus, ont été présentés à cette occasion. Donc pas mal de choses, mais on va voir un petit peu le détail avec le sommaire. On commence avec une avant-première consacrée à un jeu en Early Access qui s'appelle Crawl. Suivi de la critique flash de Bayonetta 1 sur Wii U. Juste après une autre critique flash, celle consacrée à la saison 2 de The Walking Dead. Mais tout de suite, les news. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. Comment mieux démarrer ces news de rentrée 18+, qu'avec le dernier trailer en date consacré aux versions PS4, Xbox One et Windows de GTA V. Prévu pour les 18 novembre prochains sur console, le portage PC, lui, sortira le 27 janvier 2015. Visuellement, la différence avec les versions PS3 et 360 saute aux yeux clairement. Texture plus fine, avec notamment des visages encore plus détaillés, une profondeur de champ développée et tout un tas d'upgrades pour les feuillages, la faune et la flore. Le contenu même du jeu sera boosté avec de nouvelles activités, armes et véhicules, ainsi qu'une gestion des dégâts et de la météo plus persistante. Les musiques du jeu seront également étoffées avec plus de 100 nouvelles chansons. Quant à GTA Online, il pourra désormais accueillir plus de 30 joueurs sur console. Et bien entendu, comme promis par Rockstar, les joueurs PS3 et 360 pourront transférer leur partie sur PS4, Xbox One ou PC au choix. Back into my place. Celebs, they're not like you or me. Étienne Perrin, graphiste et game designer indé, à qui on doit par ailleurs le nouvel habillage de Retro & Magic, ne refait jamais deux fois la même chose. Après Gouge, expérience acide et brutale puis Zorbier, qui marche dans la route tracée par les meilleurs jeux d'arcade de Taito, il se lance dans le jeu d'horreur en 2D à l'ancienne, Jeanne. Le premier teaser ne montre pas grand chose, si ce n'est le visage de l'héroïne, Jeanne, trentenaire à la croisée des chemins et en proie à ses angoisses. Les quelques screenshots dévoilés, eux, évoquent une ambiance à mi-chemin entre Twilight Syndrome et Clock Tower, qui est d'ailleurs une influence revendiquée. Pas de plateforme, ni de date de sortie annoncée pour le moment, mais il est fort possible que les ambitions jusqu'au boutiste d'Étienne Perrin, et notamment sa volonté de sexualiser sans pudeur ces créatures démoniaques, puissent lui fermer les portes de l'Apple Store. Très bien mis en avant lors du dernier Tokyo Game Show, où il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur jeu à venir, The Evil Within, s'est offert à l'occasion du salon japonais une toute nouvelle bande-annonce que voici. Bethesda et Tango Gameworks, le studio de Mikami Shinji, ont récemment confirmé la fin du développement du jeu, qui sortira le 14 octobre prochain et non le 24 ou le 17 comme initialement prévu. Pourras-tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire? Si le jeu nous avait laissé quelque peu sceptiques lors du dernier E3, il faut bien avouer que ces nouvelles images présentent un bestiaire à même de séduire, si j'ose dire, les amateurs de Survival Horror. On pense à Resident Evil bien sûr, mais aussi et surtout à Silent Hill. Car si le jeu comprendra bel et bien une dimension action, le héros incarné sera souvent en position de faiblesse et devra faire avec des munitions et armes limitées. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. Bethesda a également annoncé un Season Pass pour son jeu, avec un premier DLC où l'on incarnera le gardien, appelé Boxman, dans des missions que l'on nous promet bien sadiques, et un second, ainsi qu'un troisième DLC, où l'on jouera cette fois-ci Julie Kidman, qui semble donner un coup de main à Sebastian Castellanos au cours de l'aventure principale. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Après l'horreur et la peur, place à la guerre et aux explosions avec le dernier trailer de Call of Duty Advanced Warfare. Admettons-le, ça dépote. Mais surtout, ces images nous permettent d'entrevoir quelques-unes des nouvelles possibilités de gameplay, comme ce grappin qui permet d'arracher littéralement un adversaire à son exosquelette, comme si on le dépouillait de sa coquille. Cet exosquelette, justement, permettra aux joueurs d'accomplir une grande quantité de mouvements inédits et d'acquérir des compétences spécifiques. Saut boosté, dash, glissade contrôlée, invisibilité, le gameplay solo comme multijoueur devrait donc s'en trouver sérieusement dynamisé. En parlant de multi, le mode coop A4, Exo Survie, a récemment été dévoilé. Il s'agira vraisemblablement d'un mode horde/survie où les 4 joueurs devront résister à des vagues ennemies toujours plus touffues. 3 classes seront accessibles, Light, Heavy et Specialist. Par sa dimension futuriste et les capacités renforcées des soldats incarnés, il semblerait que ce nouveau Call of Duty soit à même de dépoussiérer la série qui s'était jusque-là contentée de proposer de menus upgrade, canins ou autres.
you gonna tell me what you did to piss off the fixers? Bad Blood, le dernier DLC en date de Watch Dogs, est désormais accessible aux joueurs détenteurs d'un Season Pass. Ce contenu téléchargeable, qui sera disponible pour tout le monde dès le 30 septembre, vous place dans la peau de T-Bone, ce hacker un peu niqué de la tête qui s'était allié à Aiden Pierce. Les événements de Bad Blood se déroulent quelques mois plus tard, alors que T-Bone hack pour la toute dernière fois le système de Bloom, cette corporation un brin intrusive spécialisée dans la haute technologie. Ce DLC proposera évidemment de la nouvelle mission solo, mais aussi du coop dans lequel il s'agira d'affronter les groupes criminels de Chicago. En termes de gadgets, Bad Blood introduira entre autres Eugene, une voiture télécommandée customisable qui pourra se révéler plutôt utile lors de vos différentes missions. À toute fin utile, on invite celles et ceux qui envisagent d'acquérir Watch Dogs à jeter un œil à la critique du jeu diffusée dans un précédent classé 18+. I can't do that. Yes, you can. They're looking for you. You can stay in my place. Just don't touch my stuff. Don't make any noise. And most importantly, do not touch any of my beer. On reste dans l'open world urbain et on parle maintenant de Sleeping Dogs Definitive Edition qui devrait sortir chez nous d'ici quelques semaines. Cette version destinée aux dernières machines proposera tout un tas d'améliorations d'ordre technique comme une résolution en 1080p, des textures HD, plus de trafic routier et piéton à l'écran ainsi qu'un upgrade en termes de gestion de lumière. La version définitive devrait également comporter tous les DLC sortis jusqu'à maintenant, soit 24 packs, dont l'année du serpent ou encore Cauchemar à 9 Point. Un deal potentiellement intéressant pour peu que vous soyez chauffé par des combats à main nue, des gunfights et une ambiance hongkongaise d'une manière générale. Pour vous faire un avis à partir d'autre chose que ce trailer, on vous invite là encore à jeter un œil à la critique du jeu sorti en 2012 et diffusé dans un précédent classé 18+. Enhanced gameplay and a massive array of content in a colossal definitive edition. It's time to experience Sleeping Dogs like never before. Ce que certains à la rédac retiendront de ce TGS, c'est cette petite démo de Phantom Pain, commentée par Kojima en personne sur scène. L'occasion pour nous de jeter un œil à plus d'une vingtaine de minutes de gameplay dévoilant de nouvelles features de jeu. Une des mécaniques mises en avant durant cette démonstration était le buddy system. Snake aura effectivement la possibilité de se faire accompagner durant ses missions par différents personnages qu'il aura recrutés au préalable et avec qui il pourra interagir au sein de sa Mother Base. En l'occurrence, c'est Quiet, la sniper sexy, qui le suit durant cette mission au cœur d'une jungle en Afrique. On pourra lui donner un certain nombre de directives et se reposer sur ses compétences pour faire de la reconnaissance et ainsi marquer les ennemis par exemple, ou tout simplement sniper un individu lorsque la situation tourne chocolat. A noter que ces personnages sont optionnels et dispensables, même s'ils débloquent des missions spéciales à terme, et peuvent donc mourir de manière permanente si tout ne se déroule pas comme prévu. Si l'on attend toujours d'avoir le produit final avant de se prononcer sur quoi que ce soit, il faut avouer que le buddy system présenté à ce TGS ajoute très clairement une couche de sexy à un game system qui semble de plus en plus profond et intéressant. Annoncé officiellement il y a moins d'un mois, Resident Evil Revelations 2 fonce à toute allure vers sa sortie prévue pour début 2015. Ainsi, en plus d'une démo jouable sur le TGS, le jeu s'est récemment offert un nouveau trailer dans lequel on peut découvrir Claire Redfield et Moira Burton qui constitueront le duo principal de ce nouvel épisode. Ou de ces nouveaux épisodes, puisque Capcom prévoit de sortir Revelations 2 sous la forme de 4 épisodes hebdomadaires, avant de tous les réunir dans une version complète évidemment. Le trailer est également l'occasion de constater un virage assez franc en matière d'ambiance, puisque l'on quitte le bateau du premier épisode pour atterrir sur une île prison que ne renierait pas The Evil Within ou les derniers Silent Hill. Peut-être ce côté très glauque est-il en partie dû à l'abandon de la 3DS au profit du PC et des consoles de salon, ou peut-être est-ce simplement le symptôme d'une série qui semble se chercher depuis son 5e épisode. Et il suffira donc d'attendre 3 ou 4 mois pour voir si elle s'est trouvée, sur ancienne comme nouvelle génération. Celui qui avait complètement raté sa cible quand on lui a demandé de faire un événement de la sortie de la Xbox One s'apprête à débarquer sur PC le 10 octobre prochain. Il y a fort à parier que Rise Son of Rome y sera toujours aussi beau, peut-être même un peu plus, et qu'il sera toujours aussi vide de sens et de contenu. Il faudra toutefois prévoir une configuration solide pour pouvoir profiter de ce menu alléchant en 4K.
S'il devait néanmoins vous intéresser, précommandez Rise sur son site officiel vous donnera accès à sa bande originale complète en version numérique. Faites ce que vous voulez, de notre côté, on a décidé de n'en avoir pas grand chose à faire. Pas toujours entièrement convaincu par un Dark Souls 2 qui n'a pas tenu toutes ses promesses, les fans de la série des Souls peuvent voir en Bloodborne une nouvelle raison d'y croire. Le nom de Miyazaki Hidetaka n'y est certainement pas pour rien puisque le très talentueux réalisateur de Demon's Souls et du premier Dark Souls remplit pour l'occasion quelques mois après avoir été nommé président de From Software. Balancé dans une ville maudite d'inspiration gothico-victorienne, le joueur de Bloodborne devrait être davantage poussé au combat que dans les Souls. Par ce fusil, qui remplace le traditionnel bouclier, et cette arme capable de changer de forme, de taille et de puissance bien sûr. Mais aussi par un système permettant de regagner de la vie en frappant les ennemis qui s'annoncent nombreux et vicieux. Une poignée de chanceux devrait pouvoir tester ces nouvelles fonctionnalités, ainsi qu'une partie des interactions en ligne très bientôt, à l'occasion du test alpha, dont les inscriptions sont déjà fermées. Les autres devront se contenter d'espérer l'arrivée de nouvelles phases de test, ou bien d'attendre la sortie du jeu, prévue pour le 6 février prochain sur PlayStation 4 uniquement. Après avoir lancé un appel à la scène du pro gaming avec son mode Rescue, très inspiré de Counter-Strike, Battlefield Hardline tenait visiblement à rappeler son côté décomplexé totalement assumé. On parle tout de même d'un jeu qui nous propose de jouer aux gendarmes et aux voleurs, et qui compte bien le faire de manière spectaculaire. C'est en tout cas l'objectif apparent du mode Hotwire, qui nous proposera de prendre part à des courses-poursuites explosives. Voitures, motos, bateaux, on pourra s'embarquer seul ou à plusieurs dans chaque véhicule pour se canarder à toute vitesse ou bien constituer des barrages et autres embuscades. L'exécution de sauts et autres figures de poseurs en pleine poursuite rapportera visiblement des points, ce qui suggère un petit côté burn-out à un mode résolument tourné vers le fun et l'arcade. Peut-être un peu perdu entre e-sport et fantasme de cours de récré, Battlefield Hardline tentera de trouver son public début 2015. Donc évidemment, vous avez pu voir pas mal de petites news TGS et un jeu en particulier a retenu notre attention. Il s'agit de... Comment il s'appelle déjà ce jeu? C'est The Phantom Pain. Ouais, dire, The Phantom Pain. Attends, c'est... Et donc c'était marrant quand même, parce que la rédac, il fallait voir un petit peu Médoc qui était à moitié en larmes devant son PC en train de regarder les images. En disant, mais putain, il va tuer ce jeu, il va tuer, mais ça va tuer. Mais pourquoi il va tuer? Mais parce que, qu'est-ce qui manque dedans? Je sais pas, il y a tout. J'ai vu là récemment, donc 20 minutes de... T'as des chocobos dedans? Non, t'as pas... Non, Non, mais tout. c'est pas grave, c'est pas forcément de mettre des chocobos pour qu'un jeu soit bien. Regarde FF13. Non, mais dedans il y a tout. Je regardais la dernière fois là une vidéo dans la jungle. Ouais. Big Boss il est dans la jungle déjà. Et ensuite il était avec Quiet parce que tu peux être en tag team. Et il lui disait va là-bas. Et elle se mettait en... Elle devenait invisible en fait. Et elle traçait tout ça, tu voyais juste de la poussière. Est-ce que tu peux nous mimer en fait toute la séquence de gameplay comme tu le fais là? Ouais non mais c'était ça, j'étais en même temps, je regardais, je faisais pareil en fait. Non ça tuait, t'étais là, tu peux faire des trucs, tu fais les camouflages, tu donnes les ordres, tu fais les attaques. Et c'est magnifique. J'avais lu un truc, il y avait une personne qui avait fait sur internet, je sais plus où, qui avait fait un commentaire quant à la manière de Big Boss de grimper. Ouais. Tu sais, là maintenant, de nos jours, dans plein de jeux, ne serait-ce que la série des Assassins, tu vois, les gens ils grimpent et tout, tu sais, easy et tout, c'est pas vraiment réaliste. Alors là, vous vous dites, ah no shit, bah non, ouais, c'est pas réaliste, je vous le dis, parce que je connais un petit peu. Un mur. Je fais un petit peu d'escalade, t'as vu? Ouais, non, c'est pas vrai. Mais la manière dont Big Boss grimpe, bah t'avais des professionnels, j'ai montré la vidéo à des gens qui sont à fond dans l'escalade pour le coup, et qui disent, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il grimpe sur les failles, il s'attrape comme ça, et puis quand tu le laisses, tu sais, il va laisser son bras comme ça, il va un petit peu se dégourdir, parce que ça tend, t'as des tensions là, à tous les niveaux. Ben voilà, donc c'est ce que c'est. Et c'est réaliste, voilà. Et ils ont pensé, ils ont fait ça bien, ils ont essayé de faire ça bien. Moi je suis un fan, ils le découvrent pas, hein, je suis un fan de la série Metal Gear, ça y a pas de problème. Mais là, je sais pas. Le prologue jouable, t'as pas refroidi par rapport à Phantom Pain. Alors même qu'effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est moi qui avais parlé de Ground Zeroes sur la chaîne et je n'étais pas très content, en tout cas pas super convaincu. Comme beaucoup de gens. Mais là, The Phantom Pain, non, ouais, oui, j'ai envie de jouer à ce jeu.
Un autre petit événement est toujours lié à un jeu japonais et quelque part lié également à Kojima, qui décidément fait beaucoup parler. On va maintenant regarder une petite news que Jonathan nous a préparée, consacrée à Pity. Si l'annonce de l'exclusivité temporaire de Rise of the Tomb Raider sur Xbox One et la présentation du gameplay de Quantum Break étaient des moments forts de la dernière Gamescom, ceux-ci ont été médiatiquement balayés par l'annonce d'une simple démo. Durant la conférence organisée par Sony, après la présentation du tant attendu MGS5 The Phantom Pain, fut diffusée l'inquiétante bande-annonce d'un certain Pity, développé par un studio inconnu, 7780 Studios. Jim Ryan, président de Sony Europe, monte alors sur scène pour annoncer que le trailer interactif est disponible sur PS4, avant de rapidement passer à autre chose, devant une assemblée un peu dubitative. Cette démo, ou trailer interactif, se présente sous la forme d'une aventure horrifique à la première personne, à la manière d'Amnesia ou Outlast. Sauf que le joueur ne déambule que dans un seul et inquiétant couloir, où d'étranges événements semblent s'être produits. Mais lorsque le personnage traverse la porte de la cave, celui-ci se retrouve au début du couloir. Le joueur devra alors arpenter encore et encore ce même couloir, qui devient de plus en plus maléfique à chaque passage. Entre son gameplay minimaliste, ses différents effets chocs, son atmosphère anxiogène et le design sonore oppressant, Pity est un petit ride horrifique ultra efficace. Mais rien de transcendant au point de créer un tel engouement. La raison pour laquelle l'attention de la presse et des joueurs s'est tournée vers Pity tient à un live sur Twitch où une joueuse a réussi à terminer cette démo. Il faut dire que la toute fin propose une énigme extrêmement compliquée à résoudre. Et pour ceux qui y sont arrivés, une énorme surprise leur était réservée. En effet, une fois terminée, la démo s'achevait par un trailer où le personnage que l'on incarnait juste avant se retrouve à marcher dans une ville. Puis un nom apparaît, celui de Kojima Hideo. Suivi par celui de Guillermo del Toro, le réalisateur des Hellboy, du Labyrinthe de Pan et Pacific Rim. Et enfin, on peut voir le visage de notre protagoniste, qui n'est autre que l'acteur Norman Reedus, l'interprète de Daryl Dixon de la série The Walking Dead. Pour finalement découvrir que Pity n'était en réalité qu'un teaser jouable du prochain Silent Hill, nommé Silent Hills avec un S. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur le jeu. Sera-t-il à la première ou la troisième personne? Quel sera le degré d'implication de Del Toro? Certaines rumeurs évoquent la probabilité d'une distribution épisodique à la manière des dernières productions Telltale. Une seule chose est avérée, c'est qu'il sera développé à l'aide du Fox Engine par les équipes de Kojima. Cette annonce a toutefois de quoi satisfaire le fan de Silent Hill. Déjà, grâce à la popularité de Kojima, Del Toro et Reedus, qui rallument un sacré coup de projecteur sur cette série devenue moribonde après plusieurs épisodes pas vraiment aboutis. Ensuite, parce que la licence est à nouveau développée au Japon, ce qui n'était plus arrivé depuis Silent Hill 4 The Room, il y a quand même 10 ans. Malheureusement, on ne sait pas encore quand ce Silent Hills sortira. Aucune fenêtre de sortie n'a pour le moment été annoncée. On imagine difficilement qu'il arrivera en 2015, vu que Kojima Prod est en plein travail sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, qui s'annonce massif. Depuis, Kojima a profité du TGS pour dévoiler une nouvelle bande-annonce, un concept trailer bien mystérieux.
dans le jeu vidéo, il y a quand même de grands maîtres de la com. Donc on en connaissait un, enfin, pour les plus vieux d'entre vous, Peter Molineux. Peter Molineux qui a réussi à nous vendre pendant des années des jeux comme étant les révolutions les plus extraordinaires. Et finalement, c'était pas toujours ça. Non. Ensuite, il a sorti de bons titres et c'est quand même le mec qui a inventé Populous, donc il pouvait se la péter un minimum. Il a le droit, bien sûr. Et donc il y a des gens comme ça qui sont vraiment spécialisés dans la com et qui ont un vrai don pour ça. Il y en a un autre, c'est Kojima. Kojima Sensei. Kojima à coup de trailer, à coup de fausses pistes, à coup de trucs cachés dans des trailers ou sur des sites internet, etc. Bref, et il arrive à attiser la curiosité de toute sa communauté de fans, qui est quand même énorme et c'est bien mérité. Et là, en l'occurrence, avec Pity, il a fait exactement ça. Au début, on savait pas exactement ce que c'était, on savait pas que c'était lié à Silent Hill, on savait pas que c'était lié à Kojima ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est quand même magique. Ouais. Et le mec, il arrive à nous sortir ce concept, puisque le trailer, là, clairement, ça aura probablement rien à voir avec le jeu final, avec Silent Hills. Ouais. Et donc du coup, malgré tout, ça arrive à beaucoup faire parler. Et quelque part, c'est vraiment une sorte des intentions jouables. Ouais. Un petit peu comme Electronic Arts sur sa conférence E3 nous avait balancé plein de work in progress, etc. Bref, il nous montrait des intentions. Lui, il nous montre des intentions, mais on peut y jouer. Et donc c'est vraiment surprenant. C'est cool, c'est original. Parce que du coup, pour le coup, on imagine que le Silent Hills, il sera pas à la première personne, ou en tout cas pas entièrement, tu vois. Ouais. Il se peut qu'il fasse des phases à la The Room, que j'avais trouvé excellent, soit dit en passant, parce qu'il y a plein de personnes qui disent Silent Hill, The Room et tout. Jonathan, qui a fait la news là sur Pity, et il est d'accord avec moi, donc j'ai raison. Mais il se peut que tu aies des phases en vue subjective, mais a priori, j'imagine pas, j'envisage pas le jeu entièrement en vue subjective. Pourtant, ce teaser jouable, comme il l'appelait, était en vue subjective. Et moi, je trouve que ce qu'il proposait là-dedans, en termes d'ambiance, de délire, ça me touche, moi, particulièrement. Enfin, quand je dis ça me touche, j'entends par ça me touche, je me chie dessus. Oui, voilà, donc ça touche mon froc. Enfin, ils ont compris. D'accord, ok. Et moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est Guillermo del Toro. Donc c'est vrai que, à un moment donné, il avait essayé de travailler sur son projet de jeu, Insane avec THQ, c'était tombé à l'eau, puisque THQ, a fermé ses portes. Donc ça, c'était vraiment dommage. Et donc, du coup, c'est un mec qui, évidemment, on sait ce qu'il a fait au cinéma. Donc Blade 2, Les Chaînes du Diable, etc. C'est un très très grand réalisateur. C'est un réalisateur qui nous parle à nous gamers avec des films comme Blade 2, Mimic ou avec Pacific Rim. Et donc il touche nos cultures geeks, entre guillemets. Et donc il a également fait une série télé, il a écrit des bouquins. Bref, il touche un peu à tout. Il fallait qu'il touche aux jeux vidéo à un moment donné. Et donc là, l'association avec Kojima, c'est quand même le cast de rêve, quoi. Il y a de la promesse. Là, on a envie de voir ça. Il y a de la promesse. Et de la promesse, justement, il y en a aussi pour un jeu dont on va voir l'avant-première maintenant. Ouais. Il s'appelle Crawl et c'est un jeu en early access, c'est-à-dire que le jeu n'est pas terminé. Mais les promesses sont déjà là. C'est Moguri qui l'a préparé. Alors qu'à la rédac, on essayait encore de déterminer si son trailer d'annonce était bel et bien le meilleur de 2014, Crawl est sorti en accès anticipé sur Steam le 6 août dernier. Ce n'est peut-être pas tout récent, mais comme on imagine que vous étiez tous à la plage ou en pleine séance de canyoning à ce moment-là, on a décidé d'en parler quand même. Ce n'est peut-être pas tout à fait un 18+, à vrai dire on ne sait jamais vraiment avec les jeux indés, mais comme l'ambiance est quand même assez glauque et sanglante, on a décidé d'en parler quand même ici. Ce n'est peut-être pas tout à fait fini, accès anticipé oblige, mais c'est tellement cool qu'on a décidé d'en parler quand même. Bref, en résumé, on a décidé de parler de Crawl, faites-vous à l'idée. Mais attention, on le fait aussi parce qu'on estime que ça vaut le coup. Car si à première vue le jeu peut se présenter comme un énième dungeon crawler tout de rétro vêtu, ses mécaniques sont assez neuves et futées pour mériter l'attention. Ici, jusqu'à 4 joueurs se retrouvent au milieu d'un donjon infesté d'ennemis, dans l'espoir d'en sortir vivant, après avoir abattu un puissant boss. L'astuce, c'est que pour 4 joueurs, il n'y a qu'un seul héros. Et pendant qu'une personne donnée contrôlera ce brave guerrier esseulé, les autres seront aux commandes de ses ennemis. De spectres, plus précisément, qui pourront prendre le contrôle de pièges disposés un peu partout, ou bien utiliser des portails d'invocation pour se transformer en créatures plus ou moins puissantes. Si l'un de ces spectres parvient à tuer le héros de quelque manière que ce soit, alors il prendra sa place, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer à son tour, et ainsi de suite. Et ça suffit d'emblée à faire de Crawl un jeu très malin, parce qu'il trouve le juste milieu entre la coop et la compétition, grâce à ce qu'on a désormais tous appris à appeler le gameplay asymétrique. Mais quand la plupart des jeux qui s'y adonnent proposent de choisir son camp avant une partie, pour s'y tenir ensuite, Crawl permet le changement n'importe quand et le base sur le mérite. On n'incarne pas le héros par choix ou parce qu'on s'est mis d'accord avec les autres joueurs, on le devient parce qu'on a réussi à piquer la place de celui qu'il était auparavant. Et c'est grisant, parce que le principe même est très malin donc, mais aussi parce que Crawl fait en sorte d'imposer un rythme soutenu. Il divise ses donjons générés semi-aléatoirement en plusieurs étages courts, dans lesquels on retrouve systématiquement un marchand, un hôtel d'invocation du boss et quelques salles permettant d'appeler des monstres. Il interdit à un héros de quitter une pièce dans laquelle évolue un ennemi et permet au spectre d'amasser des boules d'énergie pour appeler ponctuellement des petits blobs peu puissants mais irritants. En de telles circonstances, personne n'a intérêt à rester passif,
puisque le héros va tout faire pour ne pas laisser le temps au spectre d'investir des pièges ou de collecter de l'énergie. Crawl déroule donc chacune de ses parties à 100 à l'heure et leur fait suivre le même schéma. Le but pour chaque joueur est dans un premier temps d'arriver à prendre le contrôle du héros, puis de l'amener au niveau 10 en tuant des monstres afin de débloquer l'accès au boss. Et enfin, naturellement, de parvenir à vaincre ce même boss dont les différentes parties sont contrôlées indépendamment par les autres joueurs. Seulement, le gardien du donjon ne pourra être invoqué que 3 fois. Si ses essais ne suffisent pas à le battre, alors c'est le game over pour tout le monde. À la fin d'une partie, il n'y a donc qu'un vainqueur possible, mais aussi assez souvent 4 perdants. L'enjeu pour chaque joueur est alors d'arriver à bien gérer l'évolution à la fois de son spectre et de son héros au cours d'une partie, afin de s'assurer une place contre le boss et des chances de le vaincre. Sachant que si l'on parvient à prendre le contrôle du héros, puis à le monter jusqu'au niveau 8 par exemple, pour ensuite se faire piquer la place avant de la regagner, alors ce dernier sera toujours niveau 8. L'évolution du héros se fait de manière assez classique, en gagnant de l'expérience et des sous pour prendre des niveaux et se procurer du bon équipement chez un des marchands disponibles à chaque étage du donjon. Celle des monstres est un peu plus spéciale, puisqu'elle se base entièrement sur un principe d'équité. Chaque niveau gagné par un joueur sous forme humaine octroie des points à ses rivaux, qui pourront les dépenser entre chaque étage pour progresser sur une sorte d'arbre de talent qui débloque l'accès à des monstres plus puissants. En outre, tous les dégâts qu'un spectre parvient à infliger à un héros sont convertis en sang, qui pourra ensuite être échangé contre de la monnaie auprès d'un PNJ spécial. On se retrouve donc dans une situation où chaque événement peut profiter à tout le monde, mais de plusieurs manières différentes. Et comme il n'y a qu'une place de vainqueur à la fin, tout devient vite frénétique et un peu bordélique. Pas trop, juste ce qu'il faut pour qu'on s'amuse et qu'on se chambre allègrement, Crawl limitant pour le moment son multijoueur à du local. Et comme chez un Samurai Gun, c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est une qualité puisque ça nous oblige à goûter au jeu dans des conditions optimales, et c'est un défaut parce qu'il n'est pas toujours évident de se réunir à 4 pour en profiter pleinement. Il reste possible de faire appel à des IA en cas de solitude, mais ça n'a évidemment pas la même saveur. On attendra donc de voir si Crawl finit par proposer un mode en ligne, et s'il ajoute autant de monstres, de donjons différents et d'équipements qu'il nous en promet. Car tout aussi maligne et agréable qu'elle puisse être, cette version en accès anticipé trouve quand même assez vite ses limites, dans son donjon unique et ses monstres peu nombreux. Ah, c'est marrant, ça m'étonne pas que ça lui ait plu à Moguri. Ouais. Il a un petit côté bâtard. Dès qu'il a la possibilité de tuer quelqu'un dans un jeu, je pense qu'il le fait. C'est son style, non? Ah oui, c'est un peu. Ouais. Ah ouais, je l'ai bien cerné. Ouais, non, c'est complètement lui. Ouais. Donc ça ne surprend pas. Voilà, petite puterie, voilà, quand il y a moyen de. Dès que l'occasion se présente, hop, il s'engouffre. Petit coup de pied, tac, par derrière. C'est vraiment, c'est parfait pour lui. C'est tout lui. C'est l'histoire de sa vie. Et il aime bien aussi, il a un petit côté, donc il a un petit côté de pute, un petit côté fétichiste. Oui, parce que Bayonetta, je pense qu'il va apprécier. Bayonetta, il ultra kiffe le jeu, et d'ailleurs c'est lui qui s'est occupé de la critique flash de la version Wii U. Donc évidemment le jeu sort pas tout de suite, il va sortir en même temps que Bayonetta 2. Mais donc pour des raisons d'embargo, bref on s'en fout, on a la possibilité d'en parler avant, puisque le jeu évidemment est sorti il y a quelques temps sur PS3 et 360. On va voir ce que ça donne sur Wii U, ça vaut le coup si le jeu a toujours vieilli, ou s'il est toujours aussi bon. Ouais. La réponse maintenant. Vous vous souvenez du beat'em all 3D avant Bayonetta? C'était chiant, hein. Quoique, il y avait les Devil May Cry quand même. Vous vous souvenez du beat'em all 3D avant Devil May Cry? Oh, il y avait bien Fighting Force, mais... Ouais, non, c'était d'un ennui mortel. En 2001, Kamiya Hideki a offert Dante au beat'em all. Ou peut-être qu'il a fait l'inverse. Il a offert un genre à Dante, qui a décidé de complètement lui refaire le portrait avec une impertinence très élégante et vice-versa. Le génie de Devil May Cry, la raison de l'impact immense qu'il a pu avoir est complexe. Il tient à la fois du gros œuvre et du détail. Il doit énormément à ce souci constant du style, perceptible dans ses chorégraphies de combat complètement folles rendues possibles par l'ajout des pistolets qui venaient lier les combos à l'arme blanche. À cette manière, en somme, de donner à manger aux simples spectateurs ou aux joueurs occasionnels. Mais le génie de Devil May Cry tient au moins autant à tout ce qu'il peut offrir aux autres, aux gros consommateurs de beat'em all, aux joueurs pointus et exigeants. Finir une première fois un DMC en mode facile n'est pas bien compliqué. Le finir en difficulté maximale en obtenant la meilleure note sur chaque niveau, c'est une autre histoire. Une histoire qui implique de comprendre et maîtriser parfaitement des mécaniques de combat touffues et parfois cachées pour tirer pleinement parti de chaque arme et de chaque technique offerte à Dante et aux joueurs. La beauté potentielle du jeu se déplace alors. Elle quitte le visuel et s'installe dans l'efficacité. À terme, l'esthétique de tout Devil May Cry qui se respecte est celle de l'efficacité.
Elle se situe dans cet équilibre entre vitesse, exploration, attaque, défense et style qui débloque le triple S à chaque niveau. Un équilibre en forme d'énigme, extrêmement dur mais extrêmement gratifiant à atteindre. Et si l'on peut finir n'importe quel épisode une seule fois en se contentant d'apprécier sa grâce ou son impertinence, la finalité de la série se trouve dans la répétition et la recherche de la perfection. Ça, c'est pour Devil May Cry donc, auquel Camilla a offert une petite sœur en 2009 en la personne de Bayonetta. Il fallait peut-être au moins ça pour revenir secouer le beat'em all, à peine altéré entre-temps par un Kratos et ses ersatz finalement beaucoup trop sages derrière leurs apparences de mauvais garçons. Et si Dante avait mis un grand coup de pied au cul du beat'em all, Bayonetta ne s'en est pas contentée. Elle lui a mis un coup de pied certes, mais elle a poursuivi son combo en tirant une rafale à l'aide du flingue fixé à son talon aiguille, puis elle a ralenti le temps en faisant une souplesse arrière, et, enfin, elle l'a donné à bouffer à une sorte de dragon démoniaque matérialisé à partir de ses propres cheveux. C'était il y a 5 ans maintenant, et c'était complètement dingue. Le tout reste de savoir si ça l'est encore aujourd'hui, alors qu'une réédition du jeu s'apprête à sortir sur Wii U à l'occasion de l'arrivée du 2e épisode. La réponse courte ? Ouais, ça l'est toujours. La réponse un peu plus longue ? Alors oui, Bayonetta est toujours dingue aujourd'hui, et non, son aura n'a pas vraiment faibli en 5 ans. Parce qu'en 2009 comme en 2001, Camilla avait tout compris. Devil May Cry avait redéfini le genre en mêlant flingue et arme blanche. Bayonetta ne pouvait alors pas se planter en rajoutant une paire de guns à l'équation. Encore moins en les plaçant sur les stilettos de son héroïne pour ajouter toute une imagerie fétichiste au côté excessivement badass que constitue le fait d'utiliser 4 armes à feu en même temps. Bayonetta ne pouvait pas se planter non plus en se réappropriant la tendance alors très en vogue du ralentissement du temps. En l'utilisant à la fois comme un élément de gameplay venant récompenser le joueur capable d'esquiver une attaque au dernier moment, et comme un des piliers de sa chorégraphie de combat. En allant au bout, finalement, de la philosophie de Devil May Cry qui consiste à faire cohabiter joueurs occasionnels et pointus en donnant à manger à tout le monde. Rarement beat'em all aura autant laissé le joueur se faire spectateur que lors d'une partie de Bayonetta en mode facile automatique. Dans cette configuration, il suffit de presser une touche à répétition pour voir la sorcière enchaîner les mouvements les plus fous en utilisant l'arsenal étendu qu'elle a à sa disposition ainsi que de nombreux finish moves spectaculaires, très judicieusement nommés attaques sadiques. Et pourtant, rarement beat'em all aura autant impliqué le joueur dans ses niveaux de difficulté supérieurs. Tous ces combats, tous ces boss, toutes ces séquences de jeu qui étaient pour l'amateur d'action de simples tranches de style deviennent alors des puzzles à assembler pour obtenir, encore une fois, la meilleure note possible. Le platine pur, ce trophée qui vient récompenser le joueur qui parvient à plier un combat vite, sans se faire toucher et en variant les coups utilisés. Ça impliquera de connaître les schémas d'attaque de chaque élément de l'excellent bestiaire du jeu évidemment, mais aussi de parfaitement maîtriser les nombreuses possibilités offertes par les différentes armes à disposition de l'héroïne. Des armes qui vont du katana au fouet en passant par les pistolets ou les lance-roquettes et qu'on peut équiper à la fois aux mains et aux pieds. En sachant que les combos impliquent une bonne alternance point-pied en plus d'une certaine dose de timing et qu'on peut alterner à l'envie entre 2 sets d'équipement, les combats deviennent vite hautement complexes. Et s'il reste similaire dans l'esprit, c'est précisément dans sa manière d'aborder ses combats que Bayonetta se distingue le plus d'un Devil May Cry. Car quand les DMC appliquaient ces contraintes de temps et de points à l'ensemble d'un niveau, leur suite spirituelle les enferme dans les bastons qui entrecoupent chaque stage sous la forme de versets. Et c'est finalement la moyenne des notes obtenues à tous ces versets qui détermine la récompense donnée au terme d'un niveau. C'est une manière supplémentaire de rendre le jeu accessible à un stade intermédiaire. Ça permet de profiter de l'univers assez fou et des décors souvent réussis de Bayonetta, ou encore d'explorer ces niveaux à la recherche de secrets sans pour autant être stressé par un chronomètre tout puissant. C'est plus agréable, ça ne trahit pas l'esprit de base, et ça permet même à terme aux joueurs plus ambitieux de zapper rapidement tout le superflu d'un stage. Tout ça a donc contribué à faire de Bayonetta le maître incontesté de sa discipline en 2009. Et tout ça fonctionne toujours assez bien aujourd'hui pour que cet état de fait n'ait pas vraiment de raison d'être remis en cause. Et ce, malgré quelques QTE intempestifs et beaucoup trop punitifs, et les parenthèses hommages amusantes mais bien trop longues et fastidieuses que sont les niveaux Outrun et Space Harrier. Malgré les allers-retours parfois assez stupides mais indispensables pour débloquer tous les versets de certains niveaux également. Et malgré aussi une histoire plutôt finaude mais pas toujours très bien racontée. Cette nouvelle version Wii U est donc très pertinente quand elle se contente d'un simple portage. Parce qu'il n'était pas vraiment nécessaire de toucher à Bayonetta pour en faire un excellent jeu de 2014. Ces bases sont incroyablement solides, parce qu'elles ne viennent pas de nulle part et qu'elles étaient juste assez en avance en 2009 pour ne pas paraître datées aujourd'hui.
Le simple fait d'avoir conservé le framerate assez stable de la version Xbox 360 et d'avoir légèrement lifté certaines textures suffit. Les quelques nouveaux costumes estampillés Nintendo font alors office de cerise sympa mais pas indispensable sur le gâteau. Et la nouvelle maniabilité tactile au gamepad n'essaye même pas de faire croire qu'elle a le moindre intérêt. On n'attendait rien d'elle de toute façon, et elle ne change rien au fait que Bayonetta reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 5 ans. En plaçant chacun de ces éléments de gameplay de sorte à ce qu'il puisse flatter le béotien comme l'expert, sans jamais renier sa forte personnalité, il a accompli un tour de force qui lui fait amplement mériter sa place de leader du beat'em all 3D. Jusqu'à l'arrivée de Bayonetta 2, on en reparle dans 2 semaines. Donc là, on a vu la critique flash de Bayonetta donc sur Wii U. Bayonetta 2 sera critiqué prochainement, un tout petit peu avant, je crois, la sortie du jeu. Et donc lui, par contre, la critique sera diffusée dans 100%, puisque le jeu est 16+, Bayonetta 2. Alors que Bayonetta 1, le remake Wii U, est 18+, comme les précédents sur PS3 et 360. Voilà. Alors, Bayonetta 2, donc il est sorti au Japon, là, ça fait quelques jours. Ouais. Un petit peu la tristesse, en termes de vente en tout cas. On a regardé ça, donc Kevin, lui, il a pu tester un petit peu, donc il trouve ça, vous verrez comment il trouve ça, mais a priori il trouve pas ça. Je pense qu'il est plutôt emballé. Bah ouais, voilà. Mais c'est vraiment étonnant de jeter un œil en fait aux chiffres de vente des premiers jours de Bayonetta 2. Au Japon, c'est ridicule. C'est genre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. J'ai l'impression qu'il y a un switch en fait chez les Japonais qui joue uniquement sur des plateformes mobiles, donc sur smartphone ou alors sur PS Vita, sur 3DS. Et au final, les jeux sur console de salon, il y en a assez peu qui cartonnent. Donc ou alors c'est vraiment des types particuliers. Alors oui, peut-être, mais là oui, en regardant un petit peu les ventes des différents jeux Platinum Games et puis même des jeux qui sortent en ce moment, tout ça, t'as presque envie de te dire, mais attends, c'est parce qu'il sort sur Wii U qu'ils vendent si peu Le premier Bayonetta, lorsqu'il était sorti sur PS3 360, malgré l'accueil de la presse dithyrambique, il n'avait pas marché plus que ça. Donc, à terme, il a pu se vendre au bout d'un moment. Ouais, mais ce qui compte, c'est les chiffres de vente au début, et l'impact est tel que derrière, ça a des conséquences sur l'équipe de développement, sur les rapports entre l'éditeur et le développeur. Bref, le mal est déjà fait. Ouais. Donc même s'il se vend sur la durée, ça aide peut-être un petit peu, mais pas des masses. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait motivé Nintendo à dire ok les mecs, on va vous filer un coup de patte pour Bayonetta 2. Nintendo, il y a une particularité, c'est que c'est vraiment un éditeur qui sort un jeu, il le met dans le commerce, et ça va pas rester en rayon pendant 3 semaines. Pour être remplacé, ça va rester en rayon pendant 3 mois, voire une année. Raison pour laquelle on a des campagnes publicitaires pour des jeux Nintendo qui sont sortis il y a 6 mois. Ouais. Donc ils en remettent une couche parce que ça se vend toujours. Donc il y a une petite chance que Bayonetta 2 finisse par percer plus tard. Et peut-être aussi qu'il y aura un engouement qui va être créé avec les sorties européennes et américaines et que ça aura un petit impact au Japon, j'en sais rien. C'est pas impossible. En attendant, c'est vraiment triste. C'est triste, ouais, c'est agaçant. C'est triste tout. Et puis surtout, on avait hurlé sur le premier Bayonetta en disant putain ce jeu est génial et en fait les gens ensuite avaient gueulé la suite elle sort que sur Wii U etc. C'est dégueulasse, on va pas pouvoir y jouer. C'est ça sur Wii U, personne ne l'achète. Donc c'est con. Vous êtes con quoi. Il serait sorti sur PS4 et Xbox One, ça aurait été la même en fait. Ouais, mais du coup il y a très très peu de chance. Enfin comme c'est parti là, si ça continue comme ça, il y a quasiment aucune chance qu'on voit un 3 arriver. Mais bon, on trouve ça triste. Parce que le jeu est bon. Parce que le jeu est bon au Japon. Mais il y a plus triste. Il y a les ventes de la Xbox One. Après, on va rigoler pendant qu'on va lancer je sais pas quoi. Je vais t'en parler, tu vas rigoler. On va voir une nouvelle critique, la critique flash que tu nous as préparée de la saison 2 de The Walking Dead. Il y a quelques semaines sortait la dernière partie de la saison 2 du Walking Dead développée par Telltale. L'occasion pour nous de revenir sur ces 5 épisodes qui faisaient suite à de la magnificence en termes d'écriture et de mise en scène. La première adaptation des travaux de Kirkman par Telltale avait effectivement fait sensation en 2012. On imagine qu'il a été difficile pour le studio de conserver une telle intensité émotionnelle d'une saison à l'autre. Mais on espérait tout de même de cette suite qu'elle fasse preuve d'autant de puissance scénaristique. Et c'est en partie le cas. Dans la peau de la petite Clem, les joueurs assistent à peu près à toutes les configurations malsaines qui peuvent être générées par un groupe de survivants dans le cadre d'une zombie outbreak. Et ils y prennent part aussi, puisque le principe même du jeu vous pousse à faire des choix, ces derniers craftant petit à petit l'histoire qui vous est racontée. Paradoxalement, en incarnant une petite fille, le joueur subit ces situations merdiques plus qu'il ne les maîtrise.
Un feeling évidemment voulu par Telltale, histoire de raconter quelque chose d'autre et de garder une certaine cohérence. I can't breathe. Là où un Lee aurait par exemple mis une pression physique ou verbale, Clem tentera la plupart du temps de ruser, en prenant toutefois le risque de se faire rudoyer dans le processus. What are you doing? Nick! Certaines scènes peuvent effectivement déstabiliser lorsque l'on se rappelle que l'on a affaire à une gamine d'à peine 11 piges. Mais cette dernière fait souvent montre d'une certaine maturité dans ses actes et ses réponses. I could have died, you know. Well, you didn't. On prend donc du plaisir à suivre cette histoire qui comporte son lot de twists, avec notamment du personnage que l'on ne pensait plus revoir. Please, just do what he says. En revanche, on nous avait promis un certain impact des persos de 400 Days, ces petits scénars sortis entre les 2 saisons. On constate que par impact, Telltale Games entendait simplement rapide apparition. What is it with you guys? On regrette également de ne pas trouver ici de relation aussi forte que celle qui existait entre Lee et Clem. And don't piss him off. I'd shoot me. On sent clairement que le groupe avec lequel vous traînez dépend de vous, mais la volonté de tous les conserver en vie n'est peut-être pas aussi puissante. La faute à des personnages moins bien écrits ou tout simplement moins attachants. What's your problem? Bref, on est moins dedans. Un sentiment renforcé par les différentes fins que l'on qualifiera de plutôt inégales, allant de la conclusion complètement poignante au dénouement qui laisse presque de marbre. D'un point de vue technique, Telltale ne s'est toujours pas amélioré. On retrouve ces saccades complètement rageantes durant les phases d'action. En fait, on retrouve ces saccades durant n'importe quelle phase. On ne comprend pas qu'après autant de retours négatifs sur la partie technique, les équipes de développement n'aient pas tout mis en œuvre pour s'inscrire dans une démarche d'optimisation de leur moteur. On est donc un peu moins enthousiaste concernant cette 2e saison. On comprend le projet, on salue la performance en termes d'écriture, mais on n'adhère pas forcément à l'ensemble. On espère surtout que pour une éventuelle 3e saison, le studio prendra le temps de réfléchir à ce qu'il veut nous raconter et aux moyens dont il se dotera pour le faire. Voilà The Walking Dead saison 2 qui est sorti sur à peu près toutes les machines, y compris la Xbox One, ce qui nous permet de rebondir sur notre sujet d'avant. Et donc oui, la Xbox One au Japon, c'est quand même un gros gag. C'est pas compliqué, je crois qu'on peut dire un truc, c'est que les joueurs japonais qui ont acheté la Xbox One, je les connais tous. c'est pas vrai, mais c'est possible. C'est physiquement possible. Potentiellement, c'est moi, je veux dire, non, c'est chaud. Je sais pas. Ceux qui suivent un petit peu, c'est quelques milliers. C'est quelques milliers, 20 000, peut-être 30 000, je sais pas où ils en sont là actuellement. Mais c'est compliqué. Ceux qui suivent un petit peu l'actualité, qui aiment bien, qui sont dans le jeu vidéo, tout ça, ont pu voir quelques photos à l'occasion du lancement de la Xbox One au Japon, les files d'attente. Donc on rigole, c'est pas drôle. Il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas besoin de manager de la foule. Il n'y avait pas du mob control à faire. Bon, écoute, c'est triste pour eux, mais c'est un constat en fait. Il y a une vraie évolution sur le marché japonais par rapport aux jeux vidéo. C'est qu'on a l'impression que les joueurs commencent à délaisser un petit peu les consoles de salon pour s'intéresser uniquement à tout ce qui est format mobile. Donc ça peut être du smartphone. On a vu avec le succès énorme de Puzzle & Dragons, mais ça peut être également de la PS Vita ou de la 3DS avec les Monster Hunter et compagnie. Bref, maintenant c'est plutôt ce type de jeu. Et du coup, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle Bayonetta 2 n'a pas marché, que la Xbox One ne se vend pas des masses, que la PS4 se vend beaucoup mieux que la Xbox One, mais c'est pas non plus monstrueux. En tout cas, c'est loin de ce que c'était à l'époque de la PlayStation par exemple. Et puis aussi le fait que de nombreux studios japonais commencent à avoir de grandes difficultés pour sortir des jeux qui cartonnent. On voit Sega, Square Enix, bref, c'est compliqué pour tous ces gens-là. Et donc c'est un peu triste parce que ça bouge et pas dans le bon sens par rapport à notre média. Alors c'est triste, mais même si je peux pas m'empêcher d'avoir ce feeling de Microsoft. C'est Kojima le sauveur, peut-être que Kojima va sauver. non mais rigole pas avec ça, tu vois, 2015. Mais les Platinum Games, ils sont bons aussi, mais ça se vend pas. Platinum Games, c'est des tueurs, simplement. Bon ben voilà, si t'as pas de parc de consoles pour vendre tes jeux, qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? C'est même pas une question de parc, parce que quand ils ont sorti Prime Bayonetta, une nouvelle fois, ça avait pas cartonné plus que ça. Alors que le jeu est fabuleux. Oui, mais ils l'ont sorti alors qu'il y avait déjà un certain nombre de consoles installées. C'est vrai. Tu vois, là c'est une autre chanson. Je crois on doit être à 7 millions de Wii U, un truc de ce style dans le monde. Oui. Pas au Japon. Donc ça reste 7 millions, mais c'est peut-être pas beaucoup. Dans les 7 millions, t'en as peut-être pas beaucoup qui sont intéressés. On rappelle, la Wii c'était combien? C'était plus de 100 millions? Je sais plus, mais c'était des millions, beaucoup, des dizaines, au moins. Donc un Switch. Mais bon. Bref, voilà, cette émission est terminée. Maintenant, on va faire un petit teasing pour la prochaine, parce que la prochaine, on va avoir du gros contenu. On devrait avoir les critiques d'Alien Isolation, mais également un reportage consacré à Borderlands The Pre-Sequel. On aura également la critique de Wasteland 2, que Julien Pirou va nous préparer. On aura également la critique, si tout va bien, de l'ombre du Mordor. Donc pas mal de choses, et puis également, comme d'habitude, des news.
Ah bah ouais, ça va être Ouais, magnifique. il Ça sera va un être petit peu magnifique. plus massif que celui-là, même si celui-là était très bien pour On a beaucoup un parlé plus aussi. de rentrée. Mais Ouais. parce qu'on aime bien ça. Tiens. C'est vrai. Ciao tout le monde.